Depuis que j'ai commencé le triathlon, l'une des principales différences que je ressens entre la course à pied et le vélo, c'est que j'ai l'impression de ne pas être limité de la même manière. Pendant mes séances intenses de course à pied, ce qui me limite le plus, c'est l'impression que mon cœur va exploser et que je suis à bout de souffle, alors qu'en vélo, ce qui me limite, c'est pas forcément mon cœur, mais plutôt la sensation de brûlure dans mes cuisses et le fait qu'au bout d'un moment, elles ne répondent plus. Le but aujourd'hui est d'analyser spécifiquement cette différence afin de comprendre pourquoi est-ce que le vélo et la course à pied sont en réalité deux sports bien différents. J'avais déjà essayé d'apporter des éléments de réponse aux différences qui pouvaient exister entre les sports d'endurance en parlant d'entraînement croisé et en abordant le sujet des qualités physiques qui étaient transversales ou spécifiques à ces sports. Aujourd'hui, on va se servir de la différence de ressenti que j'ai décrit en introduction afin de pouvoir développer nos connaissances et voir si on peut pas les utiliser afin d'améliorer un petit peu notre entraînement. Je tiens à préciser dès le départ que évidemment ce que je vais dire s'appuie sur mes connaissances scientifiques, mais qu'il y a quand même une part importante de réflexion personnelle. Okay, we want to keep the O2 and that kind of stuff working. We'd like to have RCS, but we got... That'll be boost wonderful. Flight booster, S1C pre-press complete. Je n'ai pour l'instant vu ce sujet traité nulle part ailleurs, donc il faut bien que quelqu'un se lance, et mon but est simplement d'essayer d'apporter des éléments de réponse à un constat que j'ai eu, mais sûrement que plein d'autres ont eu à l'entraînement. On va commencer par tenter d'élucider cette question de cuisses qui brûlent pendant le vélo. Je vais commencer par rappeler une notion importante dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur la morphologie. Le cyclisme est un sport à dominante concentrique, c'est-à-dire que le muscle produit un effort en se raccourcissant. La course à pied, quant à elle, est un sport à dominante pliométrique, c'est-à-dire qu'à chaque impact au sol, les tissus vont venir emmagasiner de l'énergie qui vont venir restituer de manière élastique. Pour le dire autrement, la puissance que l'on va délivrer à vélo pour nous faire avancer provient exclusivement de notre capacité à contracter nos fibres musculaires. Alors que la puissance que nous allons délivrer en course à pied est certes due à notre capacité de contracter nos fibres musculaires, mais surtout à la capacité de nos tissus à résister à la déformation. Pour contracter nos fibres musculaires, le corps va transformer ces différentes sources énergétiques en une molécule qu'on appelle ATP qui va, elle, être directement utilisée pour la contraction. Cependant, la transformation de ces réserves en ATP a la fâcheuse tendance d'acidifier le milieu et de créer des molécules qu'on appelle des métabolites, du genre des phosphates inorganiques, du calcium. Et tout ça, eh bien, notre corps, il doit le gérer, à la fois pour assurer le bon fonctionnement de nos cellules musculaires, mais aussi simplement pour pas que l'effort devienne insoutenable. En 2019, on n'a pas encore élucidé précisément les mécanismes de la fatigue pendant l'effort. Cependant, la plupart des gens s'accordent quand même à dire que l'accumulation de ces métabolites et l'accumulation d'acidité est l'une des raisons pour laquelle pendant des intervalles intenses à vélo, on finit par avoir les cuisses qui brûlent. Et la définition d'une accumulation est importante, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre la production et entre nos capacités à les prendre en charge. Donc, dans les deux sens ça marche, soit c'est parce que la production est trop forte, soit c'est parce que notre capacité à les prendre en charge est trop faible. Et à vélo, si nos cuisses brûlent énormément, c'est justement parce que la contraction concentrique, le raccourcissement de nos fibres musculaires, eh bien ça demande beaucoup d'énergie, donc il y a beaucoup d'accumulation de ces métabolites. Et si on a beaucoup moins cette sensation de brûlure en course à pied, c'est peut-être justement parce que eh bien, le mode de contraction n'est pas le même. En course à pied, on doit produire deux forces, une qui nous projette vers l'avant et une autre qui nous permet de lutter contre la gravité. Dans un monde idéal, nos tissus musculaires et tendineux auraient un rendement de 100%. C'est-à-dire qu'à chaque rebond, ils restitueraient 100% de l'énergie qu'ils auraient emmagasinée à l'impact. Ce qui permettrait, de lutter contre la gravité sans effort, et ce qui permettrait de diminuer l'énergie nécessaire pour se projeter vers l'avant. Cependant, dans la vraie vie, ça se passe pas tout à fait comme ça. Et c'est là une caractéristique importante et dont on ne parle pas assez quand on parle d'économie de course. À quel point vos tissus sont-ils capables de restituer de l'énergie? Moins vos tissus sont capables de restituer de l'énergie de manière passive, plus vous serez obligé de compenser musculairement. Si on détaille la dépense énergétique pendant une foulée, au départ, quoi qu'il arrive, on va devoir fournir de l'énergie afin de rigidifier nos muscles, afin que le muscle puisse être capable de restituer de l'énergie de manière élastique. Mais cette utilisation d'énergie pour permettre une restitution élastique est beaucoup plus rentable que de l'utilisation d'énergie afin de recréer du mouvement à partir de rien, simplement grâce à une contraction musculaire. Pour imager, si vous devez faire des tractions, vous ferez beaucoup plus de tractions si vous vous servez de l'énergie accumulée pendant la descente pour pouvoir remonter, que simplement faire des tractions où vous descendez, vous faites une pause, vous perdez votre énergie élastique et où vous devez repartir. C'est exactement le même processus. Pour vulgariser très grossièrement, à vélo, si vous délivrez 500 watts, eh bien les 500 watts seront délivrés purement grâce à la contraction musculaire. Alors qu'en course à pied, si à chaque impact on délivre 500 watts, il y aura peut-être 400 watts qui vont être restitués de manière élastique, ce qui est extrêmement avantageux d'un point de vue énergétique, et seulement 100 watts qui vont être restitués activement par le muscle afin de compenser les pertes. Et plus nos tissus sont rigides, plus on aura la capacité de restituer de l'énergie de manière élastique,
plus on sera rentable, plus on sera économique. Mais si en course à pied on gagne en économie, pourquoi est-ce qu'on ne réinvestit pas cette économie afin de simplement accélérer? Je pense qu'on est tous d'accord, en course à pied, même à haute intensité, nos cuisses brûlent beaucoup moins qu'à haute intensité en vélo. Seulement, ça, ce n'est pas la preuve que nous dépensons moins de nos ressources énergétiques. Comme je l'ai dit, une accumulation peut être la conséquence d'une production trop forte. Ça, c'est l'hypothèse que l'on vient de développer. Cependant, une accumulation peut être aussi la conséquence d'une prise en charge qui est trop lente. La prise en charge de ces métabolites et de l'acidité intramusculaire est facilitée par la circulation sanguine, c'est-à-dire que le sang est un moyen d'échange et de transport qui va permettre justement de limiter cette accumulation. Donc, moins il y a de sang, moins il y a d'échange et plus il y a d'accumulation. Si vous ne le saviez pas, dans votre corps, pour éviter que le sang circule n'importe comment, il y a dans vos veines ce qu'on appelle des valvules, qui empêchent le sang de revenir en arrière. Par exemple, quand vous courez ou quand vous êtes à vélo, eh bien, la gravité va tirer le sang vers le bas, et pour éviter qu'il stagne au niveau de vos jambes, eh bien, il faut bien l'empêcher de redescendre. Et l'un des moyens de faire remonter le sang, c'est par la contraction musculaire. À chaque fois que vos muscles se contractent et se relâchent, ils vont aider la circulation sanguine en compressant les veines qui va venir pousser le sang dans la bonne direction. Donc système très utile parce que à vélo ou en course à pied, si ce système n'existait pas, eh bien votre cœur ne suffirait pas parce qu'il est largement pas assez fort pour pouvoir lutter contre la gravité. Mais une pompe qui est présente en course à pied, qui n'est pas présente à vélo, c'est ce qu'on appelle la pompe veineuse plantaire. Simplement à chaque fois que vous venez poser le pied au sol, eh bien ça vient créer une pression qui vient aider le sang à remonter. Ce qui fait que cette pompe qui existe en course à pied et qui existe moins à vélo permet peut-être de améliorer la circulation sanguine, donc de limiter l'accumulation de ces métabolites et donc de limiter l'apparition de cette brûlure au niveau des jambes. On pourrait aussi prendre comme hypothèse que pendant la course à pied, la contraction musculaire est plus courte à chaque foulée que pendant un tour de pédale, ce qui fait que le relâchement au niveau de la jambe pendant la phase aérienne permettrait par exemple une meilleure circulation du sang, mais c'est peut-être pour ça que quand on est en prise en vélo, par exemple quand on est face au vent ou quand on est en montée, eh bien le fait d'être tout le temps sous tension et de n'avoir aucun moment où les jambes sont totalement relâchées, ça vient diminuer la circulation sanguine, donc peut-être que c'est pour ça que les cuisses brûlent plus à watts égal en montée que sur du plat par exemple. Ce n'est qu'une déduction logique, donc vous le prenez ou vous le prenez pas, mais si ce que je dis est vrai, par exemple, on pourrait remettre en question l'utilité de ces entraînements où on impose des 30 rotations par minute à vélo. Quelle serait la différence si on délivre 300 watts à 90 RPM ou si on délivre 300 watts à 30 RPM? Comme je l'ai dit, à 30 RPM, le temps sous tension musculaire est plus grand, donc le sang circule moins bien, donc peut-être que c'est ça qui fait qu'on a une sensation de difficulté supérieure, alors que pourtant le wattage est le même, simplement parce qu'il y a moins de sang, donc il y a accumulation de tous ces métabolites et de l'acidité. Mais au final, est-ce que plus de douleur veut dire plus intense? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire ça? Et si oui, à quel moment, dans quelles conditions? Donc moi je vous l'ai dit, ce n'est qu'une déduction personnelle, je ne fais que soulever ces questions, et je vous laisse seul juge. Moi personnellement j'ai mon avis là-dessus. Juste pour finir la comparaison entre les différences de sensations entre course à pied et vélo, on va finir par cette sensation de cœur qui va exploser pendant les séances intenses de course à pied. De manière générale, chez les triathlètes, on se rend compte qu'à perception d'intensité égale ou à fréquence cardiaque maximale, la fréquence cardiaque en course à pied est plus élevée que la fréquence cardiaque à vélo. Ceci est dû au fait qu'en course à pied, on a besoin d'activer beaucoup plus de masse musculaire qu'on en a besoin à vélo. Qui dit plus de masse musculaire activée dit une demande en oxygène supérieure, donc simplement un cœur qui bat plus vite pour apporter plus d'oxygène. Quand on compare les VO2 max de différents sportifs, de différents sports d'endurance et qu'on fait des moyennes, on se rend compte qu'en réalité, ceux qui ont les plus grosses VO2 max, c'est simplement les sports où on a le plus grand nombre de masse musculaire activée, type le rameur, type le ski de fond. Et justement, si un skieur de fond a une plus grosse VO2 max en moyenne qu'un cycliste, est-ce que ça veut dire que physiologiquement, un skieur de fond est meilleur en endurance qu'un cycliste? À mon avis non, c'est l'activité qui en partie détermine la valeur maximum de VO2 max. Du coup, ma conclusion sur la course à pied, c'est que comme nous sommes moins limités par cette douleur de brûlure musculaire, soit parce qu'on a besoin de produire moins d'énergie, soit simplement parce qu'il y a moins d'accumulation grâce à une meilleure circulation sanguine, eh bien le corps se concentre sur la douleur la plus forte après, qui est la douleur au niveau du cœur et au niveau de la respiration, qui est d'autant plus amplifiée que le corps a besoin davantage d'oxygène, donc il y a besoin d'un rythme cardiaque et respiratoire plus élevé afin de répondre à la demande en oxygène d'une plus grande masse musculaire. Pour conclure cette vidéo, pour ceux qui sont encore avec moi maintenant, j'ai envie de prendre un peu plus de temps. Alors je sais, la durée de la vidéo est sûrement longue, la preuve il fait déjà nuit, mais on va voir si on peut pas se servir des analyses qu'on vient de faire pour réinvestir ces connaissances afin d'essayer d'améliorer la manière dont on s'entraîne.
Par exemple, avec ce qu'on a dit précédemment sur la course à pied, on peut en déduire qu'à l'entraînement, on a deux possibilités. On peut chercher à améliorer la capacité musculaire à produire de l'énergie, en réalité c'est ce qu'on fait par exemple grâce aux séances VMA, mais on peut aussi penser à améliorer notre capacité à restituer beaucoup d'énergie de manière élastique en cherchant à travailler sur l'augmentation de notre rigidité musculaire et tendineuse. Et ça passe par s'imposer des énormes contraintes musculaires, donc soit grâce à de la préparation physique, soit grâce à de la séance de force. Et justement, ce travail de rigidité, eh bien, on ne l'a pas à vélo. Et si on ne l'a pas à vélo, ça permet de pousser un tout petit peu plus l'analyse. À votre avis, pourquoi est-ce que les cyclistes qui se mettent à la course à pied sont si prédisposés aux blessures? Eh bien, simplement parce que leurs membres inférieurs sont extrêmement bien entraînés pour produire de l'énergie de manière concentrique, donc par raccourcissement musculaire. Deuxièmement, ils ont des qualités cardio-respiratoires et cardiovasculaires extrêmement bien développées, et qui plus est, cette qualité, je l'avais dit dans ma vidéo sur l'entraînement croisé, est transversale entre la course à pied et le vélo. Résultat, physiologiquement, les cyclistes sont en réalité capables de courir très vite, sauf que leurs muscles, leurs tendons, leurs ligaments n'est pas habitués à cette contrainte pliométrique de la course à pied. Donc de base, ils sont extrêmement prédisposés aux blessures, plus qu'un débutant lambda, simplement parce que leur niveau en endurance est hyper élevé, alors que leur résistance physique est hyper basse. Un débutant qui ne fait pas de sport, lui, n'a pas ce souci, parce que son niveau en endurance est pas élevé, et sa capacité physique est pas élevée non plus. Donc il n'y a pas trop de disproportion entre les deux. L'une des manières, par exemple, d'individualiser un entraînement pour un cycliste qui serait intéressé par de la course à pied, ça serait par exemple par de la préparation physique, par des exercices pliométriques, soit alors en s'assurant que sa transition du vélo vers la course à pied soit extrêmement progressive, ou alors simplement en venant travailler sur sa foulée, en lui proposant une foulée qui est plutôt terrestre. Ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait aussi prendre le cas inverse. Par exemple, un coureur qui aurait une foulée très aérienne, qui aurait donc une excellente restitution d'énergie de manière élastique avec des tissus extrêmement rigides, eh bien, il se trouverait très vite limité à vélo, simplement parce que, eh bien, une fois assis sur une selle, il se rendrait compte que la rigidité de ces tissus, eh bien, ça ne lui servirait à rien et que le seul moyen qu'il a d'avancer, c'est grâce à la contraction musculaire. Et à ce moment-là, il aura beau être un excellent coureur, il va se retrouver à 8 km/h dans une côte avec les cuisses qui brûlent comme tout le monde. Encore une fois, individualisation, préparation en amont, on peut faire par exemple de la préparation physique et peut-être même chez certains coureurs travailler sur un manque de puissance qui était peut-être caché en course à pied avec une bonne rigidité des tissus. Ça permettra sûrement une progression très rapide d'un coup, qui sait. Grâce à cette vidéo, peut-être, et je l'espère, que vous réussirez à extrapoler vos connaissances sur différents sujets. Par exemple, pourquoi est-ce que mes cuisses brûlent quand je cours en pente? Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il y a moins de restitution d'énergie de manière élastique? Pourquoi est-ce que je suis plus à risque de tout ce qui va être tendinopathie si j'ai une foulée aérienne plutôt qu'une foulée terrestre? Voilà, j'espère que cette vidéo ouvrira le débat et permettra de réfléchir sur différents sujets. J'ai été assez honnête avec vous, je vous l'ai dit, il y a pas mal d'hypothèses que j'ai créées toutes pièces grâce à mes connaissances, justement parce que eh bien, je n'ai vu personne en parler, que ce soit dans la littérature ou sur internet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, je pense qu'avec une vidéo aussi longue, si vous êtes encore là, il y a des chances quand même. Écoutez, vous êtes des habitués, donc vous le savez déjà. En attendant la prochaine vidéo, entraînez-vous bien. À la prochaine.